J'habite à Ronc, c'est près de l'agglomération lilloise, au Tourcoing, donc en milieu périurbain. Donc c'est un lotissement qui est tout en longueur avec des maisons individuelles et qui est complètement enclavé de parcelles agricoles. Et j'ai la chance ou la malchance d'être tout au bout, avec une mitoyenneté pratiquement de 60 mètres avec un agriculteur donc, qui était en face. Donc j'ai vu évoluer un peu la situation un petit peu culturelle, les tracteurs qui vont de plus en plus vite, la ferme qui était au bout du champ, qui est vendue, repris par un autre agriculteur qui n'a que 260 hectares, qui habite à 6-7 km de là et qui, quand il vient, va très vite, les petites sensibilités, donc épandage sur la terrasse, merci, les granulés d'engrais qui vont au bout du couloir, l'absence d'échauffage après que le blé était coupé, et puis on met un grand coup de désherbant fin octobre, début novembre pour laisser le sol bien lessivé tout l'hiver. Jamais d'engrais verts type moutarde blanche comme le font d'autres agriculteurs. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai mon potager au bout et puis j'étais un peu dans le déni. Jusqu'au jour où en 2014, bon, d'abord j'ai un chat qui va pas très bien, il va chez le vétérinaire, il garde une quinzaine de jours parce qu'a priori il y avait un problème rénal. Et puis 15 jours, 3 semaines plus tard, jaunissement des végétaux chez moi, chez des voisins, les haies, et jusqu'à pratiquement 15 000 mètres carrés. Avec des tilleuls qui devenaient tout jaunes, donc c'était vraiment impressionnant. On s'est dit, bon, on ne peut pas rester comme ça, on voit l'agriculteur, c'est pas moi, c'est pas possible, je fais bien tout comme il faut, oh, vous allez quand même très vite, quand vous passez, vos buses elles font comme ça, ça ne va jamais assez vite, on l'entend râler sur ses salariés, bon. Donc, devant le déni de l'agriculteur, impossibilité d'avoir un peu des produits qui avaient été utilisés. Bon, d'abord, il y a un moment de grand abattement, et puis on se dit, bon, on va réagir. Donc, bon, j'ai pris un peu les choses en main, beaucoup de coups de fil, beaucoup de directions qui se ferment parce que, non, là on peut pas, là on peut pas. Et aussi des bonnes orientations, et on met un petit peu un plan de contre-attaque qui est d'abord constat d'huissier. Donc l'huissier vient, fait le constat, les photos des végétaux, l'orientation éventuellement, essayer de savoir le sens du vent quand c'était à ce moment-là, mais on ne savait pas trop parce qu'on s'en était perçu a posteriori. Analyse des végétaux sous constat d'huissier. Donc prélèvement des feuillages des arbres qui étaient jaunes, prélèvement de l'eau qui était dans ma citerne d'eau de pluie, donc l'eau de pluie vient de la toiture, et va dans la citerne, donc ça ne pouvait pas venir, comme on l'avait un peu entendu, c'est la nappe phréatique qui est polluée, et puis ça remonte, et puis c'est pour ça que vos arbustes sont devenus comme ça. On a même parlé éventuellement de déversement accidentel d'un avion qui serait passé au-dessus, vraiment des aberrations. Donc, analyse, et puis entre deux, mon chat était décédé, donc analyse, demande au vétérinaire de prendre les viscères, de faire une analyse anapathe et de congeler pour qu'on puisse faire une analyse ultérieurement dans un laboratoire vétérinaire. Les analyses donc reviennent. 3 herbicides, donc prosulfocarbe, aclonifène, clomazone. L'analyse au niveau des viscères était plus difficile, mais on a retrouvé aussi de la clomazone dans le foie de mon chat, et en sachant que tous les autres substances pesticides n'avaient pas pu forcément être analysées. Donc 3 herbicides à bonne concentration et 6 autres herbicides. Donc il y avait de l'atrazine, a priori donc des pesticides qui avaient été utilisés antérieurement, atrazine, terbutylazine, linurons, etc. Bon, donc a priori
c'est pas le particulier qui utilise ce genre de produit, parce qu'on avait entendu dire aussi, ah mais c'est parce que vous avez mis des produits chez vous, etc. Donc c'était pas possible. Donc ça c'est la première chose, constat et analyse. Deuxième chose, c'est un peu au niveau une action administrative. Le maire, bon, il délègue un adjoint, oui, c'est pas neutre, effectivement, c'est pas neutre, pas de réponse. Je contacte des organismes qui me ferment la porte parce que c'est vrai que c'était pas forcément les bons organismes. La DDPP, on se dit tiens, protection des populations, ça doit être pour moi ça. Non, nous on s'arrête, on peut s'occuper éventuellement des légumes qui sont chez le maraîcher, on va les analyser si on a le temps avant qu'ils soient commercialisés, mais non, votre problème c'est pas ça. Donc je m'oriente vers le SRAL et la DRAF qui me disent bon écoutez, nous on peut intervenir qu'à partir du moment où vous déposez plainte. Je dis bon d'accord, courrier à la préfecture, une fois, deux fois, trois fois. Au bout de 3 fois, la préfecture dit bon il commence un peu à m'embêter celui-là, on va demander quand même à la DRAF de venir. La DRAF vient 3 mois plus tard, fait un constat de la situation parce qu'il restait encore des végétaux qui étaient un petit peu comme du lierre panaché, hein, donc jaune et vert. Il voit un peu l'orientation un peu des dégâts et tout ça, et il se dit bon a priori c'est effectivement cet agriculteur qui est responsable. Et ultérieurement, donc, on a pu obtenir le document administratif, puisqu'il a eu un avertissement administratif où il était bien noté spécifiquement Monsieur D a effectué une dérive de produits phytosanitaires au niveau des riverains de l'avenue Ponthieu. Bon, c'était très bien. Donc, au point de vue administratif, voilà comment ça s'est déroulé. Il faut beaucoup de persuasion, c'est pas facile. Il y a eu un aspect aussi juridique et judiciaire. Donc on m'avait dit il faut porter plainte, donc je vais au commissariat de police, je leur dis j'aimerais porter plainte pour dérive de produits phytosanitaires comme Natif 22259. C'est la police nationale chez nous. 2259, on ne connaît pas, hein. Ça c'est pour la gendarmerie, hein. Nous on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble, mais on n'est pas sûr que ça ressemble, et puis on va transmettre ça, nous on a un petit commissariat, on va transmettre ça à Tourcoing, mais est-ce que mon chef va le donner, est-ce qu'il va le transmettre au procureur? Je dis bon allez, on arrête la plainte, je vais voir mes assurances, et dans le cadre des dommages et de l'assistance juridique qu'on pouvait avoir, donc on dépose un constat de dommages, moi-même et les autres 4 autres riverains, qui est après ça envoyé bien sûr aussi aux agriculteurs pour une expertise contradictoire. Avant l'expertise contradictoire, on a bien sûr la visite du fils, du père, de la mère, de l'agriculteur. Qu'est-ce que vous nous faites là? C'est honteux. Mais j'ai dit, regardez, quand même. Ah bon. Et puis les pères de l'agriculteur, parce qu'en fait on a dû déposer une plainte de dommages contre les 3 agriculteurs, tout en sachant en fait d'où ça venait. Hein. Le père d'agriculteur, oui, j'ai des fruitiers, c'est vrai qu'ils sont pas très bons, tout ça. J'ai regardez, hein, c'est pas une petite haie, c'est pas parce qu'il y a 3 taches jaunes sur une haie qu'on va effectivement faire demander aux assurances d'agir et tout ça. Bon. Donc, expertise contradictoire, très tendue. Les 3 agriculteurs, 2 experts, les techniciens de la coopérative agricole, qu'on a bien voulu recevoir, bien qu'on ne soit pas obligé, assez hautain, désagréable, tout ça, donc les experts demandent, voilà, il y a tel dégât, qu'est-ce que vous avez utilisé comme produit? Monsieur Untel, c'est ça, monsieur Untel, ok, bon. Et puis vous, qu'est-ce que vous avez utilisé? J'ai mis du défi, défi, prosulfocarbe, ça tombe bien. J'ai mis de la clonifène et j'ai mis de la clomazone. Bon, regardez les analyses. Alors là, plus rien. Plus rien. Ils ont laissé passer les experts.
parler les experts. Donc on a dit, bon ben écoutez, il y a des dégâts, on va voir un peu l'évolution, peut-être que ça va s'arranger, peut-être que ça ne va pas s'arranger. On se donne rendez-vous dans 6 mois. Entre deux, on est obligé de récuser l'expert de notre assurance parce qu'il était parti en disant « oh, on ne saura pas d'où ça vient ». Donc mon assurance, je fais un beau pourri en disant que ce monsieur qui est théoriquement expert en bâtiment n'est pas très compétent en produits phytosanitaires, enfin en pesticides. Il a tout compris en 5 minutes. Je dis c'est pas forcément en 5 minutes qu'on comprend tout ça. Donc on nous a donné un autre expert qui est venu entre deux et avant la prochaine expertise en disant bon, non, vous avez un dossier qui est bon, on va aller jusqu'au bout. Donc expertise contradictoire 6 mois plus tard. Et puis il y a toujours des dégâts, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'arbres vraiment morts. On voyait que ça reprenait un petit peu, bien que bon, j'ai des glycines qui sont restées jaunes tout l'été, c'est pas terrible. Et puis le nouvel expert dit bon, en plus des dégâts, c'est vrai qu'il faut aussi demander le remboursement du constat d'huissier, des frais d'analyse, tout ça, et on va estimer que tout ça, ça a été fait à titre conservatoire, parce que les preuves disparaissent, hein, et c'est vrai que au départ, lors de la première expertise, oui, bon, les analyses que vous avez faites, vous avez un peu anticipé, on aurait dû attendre l'expertise, on vous aurait de l'autorisation, vous aurait des laboratoires qui allaient le faire, c'était pas sûr du tout. Donc, au final, il n'y a pas de conciliation possible, donc, a priori, l'agriculteur qui était dans le déni complet restait vraiment dans sa position. Mes deux riverains laissent un peu tomber et l'assurance me demande est-ce que vous désirez qu'il y ait une suite judiciaire. Je dis oui, tant qu'on est parti, on va aller jusqu'au bout. Donc le dossier est transmis au niveau du tribunal d'instance. L'assurance finance les frais d'avocat. Ça dure 2 ans avec des audiences qui sont reportées, il n'y a pas assez de détails, etc. Entre deux, l'avocat me dit c'est bien parti, a priori. Bon. En plus, je crois que l'avocat adverse avait une attitude un petit peu hautaine vis-à-vis de la juge qui traitait le dossier, traitant même un petit peu l'huissier d'avoir manipulé les choses. Bon, ça n'a pas trop plu au juge qui menait l'affaire. Et au final, donc, en fait, on a eu gain de cause. Et l'assurance n'a pas fait appel. Je pense qu'elle a dit, bon, maintenant ça suffit, elle a calmé son assuré. Donc le juge nous a donné raison sur le fond, nous a demandé donc à l'assurance adverse de nous rembourser les frais d'huissier, les frais d'analyse, 500 € de préjudice de jouissance et 1 000 € pour les dépens qui ont été donnés à l'assurance, puisque c'est elle qui avait tout pris en charge. Les frais vétérinaires n'ont pas été repris parce qu'en fait, pour cela, il aurait fallu que l'huissier soit là lors du prélèvement des viscères et que ce soit l'huissier qui envoie au laboratoire vétérinaire donc les analyses. Donc mars 2018, très bien, gain de cause. Et août 2018, j'ai un info. Ah merde, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, oh, une petite boule là, merde. Voilà. Alors, étant médecin, je vais embrayer un petit peu sur la prise en charge sanitaire des riverains. Si j'étais provocateur, je dirais qu'il n'y a pas de risque sanitaire spécifique pour les riverains. Hein. Bon, je ne suis pas trop provocateur parce que c'est un petit peu la position officielle, puisqu'officiellement, il y a les agriculteurs, il y a la population générale, le riverain, on ne connaît pas, hein, on ne sait pas qui c'est, et il n'y a pas d'études épidémiologiques officielles montrant que les riverains ont plus de risques que les autres, que d'autres personnes en fait. Hein. On connaît les agriculteurs, à juste titre, ils sont indemnisés, l'INSERM a fait il y a des tableaux de maladies professionnelles, l'INSERM dit
C'est vrai qu'ils risquent plus d'avoir ça, ça et ça. La population générale, bon, c'est la population générale. Le riverain, bon, en 2013, mon lycéen me disait quand même, bon, on a une méconnaissance de la situation sanitaire des riverains, il faut aller plus loin. Et la même année, en 2013, bon, il y a eu un rapport sénatorial qui était bien, qui allait vers zéro pesticide pratiquement, bon, qui n'a donné suite en fait à rien du tout. Hein. Donc en fait, quand un riverain a l'info, une maladie de Parkinson ou autre, c'est un malade, c'est tout. On le prend en compte comme malade, on ne le prend pas en compte comme riverain malade et victime collatérale des pesticides. Et ça, c'est vrai que c'est une situation qui est très mal vécue des riverains. On estime que c'est tout à fait injuste. On a inhalé des produits qu'on ne souhaitait pas inhaler. On a coupé des haies et puis on en a pris plein la peau, ça pénétrait. Et puis au fin de compte, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on se retrouve avec une saloperie. Hein. Et vraiment, c'est vrai que c'est pas admissible. Alors je vais donner quand même quelques chiffres. Donc moi j'habite les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, annuellement, chaque département utilise pratiquement plus de 300 tonnes de CMR, hein, donc cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. C'est à peu près les mêmes doses qu'en Normandie et qu'en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, on est aussi, dans la carte, on est dans le noir. Hein. Mais c'est vrai que les Hauts-de-France, c'est assez caractéristique parce que le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, on est vraiment des gros consommateurs de CMR. Hein. Au niveau des analyses, donc, on a un réseau Atmo qui, a priori, fonctionne assez bien. Donc, dans l'air du centre-ville de Lille, on retrouve 17 substances, donc 17 molécules de pesticides, dont certaines interdites depuis longtemps, comme la terbutylazine. Des enquêtes un peu comparatives ont été faites en milieu agricole, périurbain, dans la région de Dunkerque, dans les Flandres. Donc là, on retrouve 38 molécules de pesticides, 16 herbicides, 13 insecticides et 9 fongicides. On retrouve les mêmes pesticides que dans la région de Lille, donc les 17 qu'on retrouve à Lille, on les retrouve là-bas, à des concentrations qui sont 9 fois plus importantes qu'en centre-ville. Bon, ça n'a pas été fait juste à la limite de riverain, donc ça a été fait en milieu général. Qu'est-ce que ça doit donner pour le riverain qui, comme moi, est à 1 mètre de la limite du champ, en fait. Hein. Et la conséquence, c'est quoi? C'est effectivement doublement en 20 ans des lymphomes non-hodgkiniens, avec une progression qui continue, une explosion des cancers du pancréas, et le dernier congrès de gastro-entérologie dit cette explosion elle est due d'une part à l'alimentation ultra transformée et d'autre part aux pesticides. En face, qu'est-ce que font les autorités sanitaires? On pourrait dire rien, hein, c'est quasiment ça. Je vais donner quelques exemples. Hein. Donc je suis en train de créer un collectif. La personne qui est avec moi pour le créer habite une commune du sud de Lille. Il signale à l'ARS en 2017 22% de cas de cancer dans son lotissement qui est en bordure de champ. 13 cas de cancer sur 58 habitants. Lui-même a un cancer de la prostate, son fils a eu un cancer des testicules. Donc ça, c'est 2 cancers qui sont repris dans la liste de l'INSERM par rapport aux pesticides. D'autres personnes, c'est des cancers un peu hormonodépendants, cancer du sein, etc. Au bout d'1 an, pas de réaction de l'ARS, médiatisation. 2 mois plus tard, réponse de l'ARS. Il n'y a pas plus de cancer dans votre commune que dans les restes des communes du département. J'aime bien ma commune, mais j'aime encore mieux mon lotissement. Dites-moi au niveau du lotissement, faites une enquête, etc. Hein? Aucune réponse de l'ARS.
on a réécrit un courrier au préfet en démontrant qu'il y avait une situation spécifique du lotissement, et ce serait intéressant, sans préjuger du résultat, mais ce serait intéressant d'analyser quand même la situation de ces cas de cancer, voir les produits demandés à la DRAF et au SRAL, les produits qui vont être utilisés. Est-ce que dedans il y a des cancérogènes? Est-ce qu'il y a des perturbateurs? Bon, il y en a certainement. Au final, la journaliste a dit en grand dans notre journal local qui est La Voix du Nord, pour l'ARS et RAS. Personnellement, bon, moi, quand j'ai eu quand il y a eu cette pollution en 2014, ben, c'est vrai que naïvement, je pensais qu'on allait faire une étude un peu plus fine, une évaluation du risque sanitaire. Donc j'ai dit, bon, c'est vrai, j'ai des petits-enfants, ils vont dans la pelouse, j'ai des voisins qui ont des poules, est-ce qu'ils peuvent manger leurs œufs, etc. Bon, au niveau de l'ARS, écrit, téléphoné, j'ai été sur place, en forçant un peu les portes. Rien. Non, on fait rien. Non. Absolument aucune réaction de l'ARS. J'avais écrit et téléphoné à l'ANSES qui m'avait un peu orienté. J'avais téléphoné à l'INVS, j'avais eu un pas trop mauvais accueil et j'ai acté un petit peu ma démarche en écrivant donc à l'INVS en se disant que je souhaite une évaluation du risque sanitaire, et j'ai reçu la réponse donc du directeur de l'INVS qui est maintenant Santé publique France. Oui, votre dossier est bien documenté, il est bien ficelé, tout ça, mais le prérequis pour que l'INVS intervienne, c'est avoir la connaissance de l'origine de la pollution. Les experts savent où c'est, le SRAL sait d'où vient la pollution, la justice sait d'où vient la pollution, et comme par hasard, les autorités sanitaires ne savent pas d'où vient la pollution. J'ai réécrit en 2018, quand j'ai eu mon lymphome, à Santé publique France, et j'ai eu une réponse du même médecin qui dit bon, ok, on va répertorier votre situation. Je dis au moins que ça serve à quelque chose, qu'on fasse un petit bâton pour le statistique. Et puis il m'a écrit une belle lettre en disant que oui, il y a une enquête qui va être débutée. Alors j'avais déjà eu vent de l'enquête, c'est-à-dire que normalement en 2016 il y a une enquête sur les riverains qui devait se mettre en route. Donc il m'a répondu qu'en 2019 elle n'était pas encore mise en route et qu'ils étaient actuellement en recherche de financement. Bon, je dis, quand on veut trouver de l'argent, des fois on sait en trouver plus vite. Et puis il m'a dit qu'en 2021, effectivement, il y a une enquête qui va se mettre en route. Cette grande enquête, ce sera en fait un comparatif des valeurs d'exposition et des valeurs d'imprégnation des riverains par rapport à une population non exposée. C'est formidable comme enquête, ça n'avait jamais été fait, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est vraiment de l'enfumage, je reprends ton terme. C'est vraiment se moquer du monde, c'est ce que je lui ai répondu. Et donc cette grande enquête, ce sera, et j'arrive pas à retenir parce que je comprends pas en fait ce qu'ils disent, et quand je comprends pas, je retiens pas. Et cette grande enquête donc va servir à... J'ai du mal à lire. Donc c'est... Ça là. Voilà, c'est ça. Actuellement. C'est mieux connaître. Actuellement, santé. Non, mieux connaître. Mieux connaître. Ah, mieux connaître les déterminants de l'exposition pour aider à la mise en œuvre de mesures de gestion. Voilà la conclusion de Santé publique France pour cette grande enquête qui ne fera que de toute façon retrouver des choses que tout le monde a fait, que tu as fait. On sait que les riverains, de toute façon, ils ont plus de risques que les autres. On va trouver un niveau d'exposition qui sera plus important que la population générale, un niveau d'imprégnation qui sera plus important. Et tout ça, c'est pour tirer cette conclusion, c'est pour les mesures de gestion. Tu as dit par rapport aux personnes qui ne sont pas exposées. Par rapport aux personnes non exposées. Ça existe encore Alors, quelles sont les... Alors, les personnes... Alors, ça faudrait souligner. Pour Santé publique France. Pas qu'on prolonge ton... Oui, pour Santé publique... Alors, les personnes exposées, on sait lesquelles. Les personnes non exposées, théoriquement, pour Santé publique France, ce seront les personnes qui seront situées à plus de 8 km des zones d'épandage. On n'a pas. Voilà.